Je laisse la parole à Pascal Gana. Madame la Présidente, chers collègues, mon intervention se bornera à évoquer quelques aspects politiques de ce budget. Vous avez fort justement dit en introduction, Madame la Présidente, qu'il fallait anticiper, prendre de l'avance dans une période d'incertitude et de difficultés, de crise. Vous avez énoncé quelque chose de réel qui est à la base du fonctionnement des entreprises, c'est que l'investissement d'aujourd'hui, ce sont les emplois de demain. Le problème, c'est que vous n'avez pas tenu compte d'un autre facteur, c'est que la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Alors nous voyons que la capacité de désendettement de la région, qui était de 5,7 ans fin 2017, d'après l'avis du Césaire, est projetée à 7,1 ans fin 2019. Ceci, toute chose étant égale. Donc nous avons le sentiment que vous ne prenez guère d'avance sur l'évolution des choses. Et nous sommes un peu étonnés que ce sujet n'ait pas été évoqué dans la tournée de conférences de propagande que vous avez effectuée dans les départements, sans d'ailleurs inviter les élus de l'opposition, parce qu'évidemment, vous considérez que la vérité, d'une certaine façon, doit passer, la vérité officielle de votre bilan, doit passer par le fait de masquer une partie des faits. Et ce qui nous semble manquer particulièrement donc à ce budget, c'est le fait de ne pas avoir vraiment écouté, entendu et compris ce que ces mouvements populaires de ces derniers mois, de ces dernières semaines exprimaient, à savoir une demande d'inversion démocratique, c'est-à-dire un retour à la parole, à la souveraineté populaire sur un sujet extrêmement important qui figure d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme, à savoir le consentement à l'impôt, qui en France a été progressivement retiré, particulièrement sous la Ve République, avec l'irruption d'une classe technocratique qui s'est emparée progressivement de la politique, du monde des affaires, du système financier, etc., de telle sorte qu'il y a une sorte d'hyperclasse dont le représentant, finalement, le plus emblématique est M. Macron, qui est passé de la banque au ministère des Finances à la banque, puis ensuite à la présidence de la République directement, sans jamais avoir exercé aucun mandat, c'est-à-dire sans n'avoir jamais exercé aucune responsabilité qui lui aurait été confiée par le peuple et de manière démocratique. Et ceci est très net dans le mouvement qui s'est produit concernant ce qu'on appelle la France périphérique, la ruralité, etc. C'est tout simplement la conséquence de la loi NOTRe. La loi NOTRe a organisé, et M. Sarkozy n'a pas été le dernier, lorsqu'il a imposé par les préfets le regroupement des communes auprès des maires ruraux qui ont subi des pressions incroyables pour être obligés de s'agréger à des ensembles dont ils ne voulaient pas. Vous avez organisé dernièrement une réunion avec les maires. Mais vous savez très bien, il a été dit par M. Perrineau et puis l'universitaire qui lui a succédé, que ces maires sont découragés, ne veulent pas reprendre ce qui est une forme de sacerdoce, il faut le dire aujourd'hui, et ne souhaitent pas se représenter. Certains démissionnent, d'autres protestent, etc. Donc nous avons le sentiment que votre budget ne prend pas en compte cette réalité et que d'une certaine façon, vous ne voyez pas les territoires, vous voyez un budget, vous voyez des politiques, vous ne considérez pas qu'il faille diminuer la dépense, particulièrement les dépenses de fonctionnement, et c'était pourtant votre promesse d'origine lors des dernières élections. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous étions crédités d'avoir des pensées bizarres sur le fait de baisser la dépense publique et la fiscalité. Pourtant, les cantonales de 2015 avaient déjà démontré dans nos territoires le poids de cette demande qui s'était exprimée par le vote en faveur de nos candidats, même si vous aviez beaucoup ironisé là-dessus. Il n'empêche qu'aujourd'hui, je pense que si cette voix-là avait été écoutée et mise en œuvre, nous n'aurions pas eu ce qui s'est produit dans les rues et que personnellement, je trouve plutôt inquiétant parce que je pense qu'il est préférable que les gens s'expriment dans les urnes que dans la rue. Alors vous nous parlez par exemple des infrastructures et de l'État. Vous ne cessez de vous réclamer de l'État. En cela, vous n'êtes guère différente d'ailleurs de M. Clergeau, qui lui aussi demande de l'argent à l'État. Mais l'État, c'est M. Fillon qui l'a dit. Je suis le Premier ministre d'une République en faillite. Ce qui n'a pas empêché de creuser la dette comme aucun Premier ministre de la Ve République ne l'a fait. Par conséquent, aujourd'hui, vous nous dites il nous faut des équipements, il faut que l'État nous aide, compense Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, ça passait par des infrastructures qui n'étaient pas financées.
qui ne le sont toujours pas. Rien sur le franchissement de la Loire. Vous nous parlez de Saint-Nazaire. Un port, ce sont des quais, ce sont des infrastructures portuaires, évidemment. C'est surtout un hinterland. Ce qui fait la force des grands ports, c'est toujours l'arrière-pays. Or, l'arrière-pays de Saint-Nazaire, c'est une absence de voie de communication suffisante pour irriguer l'hinterland jusqu'à la Bretagne, voire à la Normandie, ce qui est la seule façon d'en faire un grand port de l'Ouest. Donc, se référer à l'État, eh bien, c'est la grande illusion régionale, un régionaliste sur le plan de la loi NOTRe, c'est que ces régions françaises n'ont rien de politique, elles s'inscrivent dans le cadre financier de l'État. Et donc réclamer plus à l'État et se dire ouvert aux demandes de la protestation populaire. Mais quelle contradiction! Car la dette publique nationale s'inscrit en miroir avec celle des régions. Donc cet allongement de la durée de la dette, nous ne voyons vraiment pas en quoi il correspond à ce que vous auriez entendu. Et je vais vous dire une chose, si vous n'entendez pas cela, l'un des orateurs l'a dit, nous aurons d'autres mouvements de protestation, d'autres mouvements de contestation qui sont inquiétants et dont nous, personnellement, notre parti politique ne se réjouit pas. Parce que nous pensons que lorsqu'on sort des cadres, on ouvre la porte à l'incertitude institutionnelle et chacun sait que beaucoup de grands mouvements politiques, de renversement d'institutions, sont nés souvent de problèmes fiscaux, de problèmes de l'impôt. Je ne vous parlerai pas de 1789, mais n'oubliez pas qu'en 1956, le poujadisme n'a précédé que de 2 ans la chute de la 4e République totalement discréditée. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons fait des demandes de baisse fiscale. Je ne sais pas si vous y répondrez, j'espère que oui. Si vous ne le faites pas, vous démontrerez à la population des Pays de Loire, même de manière symbolique, que finalement cet hémicycle qui est totalement fermé, qui n'est pas ouvert sur l'extérieur, qui est une espèce de bocal opaque, pourrait être cloisonné avec des planchers et puis des bureaux et avec des guichets. Et le préfet donnerait des ordres de paiement. Et finalement, si nous ne pouvons pas diminuer la fiscalité, notre fonctionnement de 1% sur une mandature, jusqu'à la fin de la mandature, de 2 ou 3% même, ça veut dire que nous ne servons à rien. Et si nous ne servons à rien, vous imaginez le constat qu'en feront les habitants de la région. Et ça n'est pas valable que pour notre institution, c'est valable pour les départements. D'une certaine façon, c'est valable pour l'État. C'est tout le problème de la désaffection de la politique. Et donc, moi, je ne me réjouis pas de voir cette contestation. Parce que lorsque les gens s'expriment de façon démocratique, M. Sarkozy l'a fait à propos de l'Europe, maintenant on le fait à propos de Marrakech, chaque fois c'est le silence. Et je dois dire que sur ce qui concerne la dette, vous avez beaucoup protesté contre les taxes récentes en disant que M. Macron était maladroit, etc. M. Macron, certes, n'a pas été d'une grande adresse, mais une chose qui est certaine, c'est que le vase dont la petite goutte l'a fait déborder en couleur populaire, ce vase avait été rempli à part égale par la droite et par la gauche pendant 30 ans. M. Macron en hérite. Je ne sais pas si M. Fillon aurait fait mieux. Par conséquent, il faudrait quand même revenir vers le réel. Et le réel, ça consiste à commencer à dire aux gens de cette région que l'on baisse la fiscalité, que l'on fait des économies. Notre collègue qui est retenu... Ah ben, voilà. Donc Pascal Nico qui vient d'arriver, qui était retenu je crois par un accident ferroviaire, le démontrera, il y a d'énormes possibilités d'économie, de fonctionnement particulièrement. Et je voudrais terminer concernant la gauche qui ne cesse de demander plus d'argent, car apparemment l'argent naît du miracle. Et c'est un modèle qui consiste à dire qu'il faut mettre de l'argent, mettre de la gratuité, que le modèle libéral est contesté par la rue, etc. Moi, je crois que le modèle libéral n'est pas contesté par la rue puisqu'il n'existe pas en France. Lorsqu'il y a quasiment 65 ou 67% de prélèvement de la richesse nationale par l'État et les organismes para-étatiques, nous ne sommes plus dans une société libérale. Par conséquent, ce que les gens ont contesté, c'est un modèle étatique. C'est une démocratie bloquée. C'est une démocratie dans laquelle le vote ne sert plus à rien. Et je pense que c'est cela que nous aurions dû témoigner, dont nous aurions dû témoigner d'une écoute, et plus qu'une écoute, une compréhension et une volonté d'agir, en tout cas l'afficher d'une manière
même timide, parce qu'on ne peut pas renverser la tendance d'un budget régional, on ne peut pas tout changer brusquement, il faut un minimum de prudence et d'attente et de répondre aux attentes minimales d'un certain nombre d'organismes. Mais par exemple, quand on donne des centaines de millions à des entreprises multinationales qui nous font un chantage en nous disant qu'elles partiront, comme Valeo, comme Amazon ou Action, et qui, s'ils ont besoin d'un centre de logistique dans l'Ouest, n'iront pas l'installer en Lorraine parce que la Lorraine leur donnerait plus d'argent. Il faut cesser de céder à ce genre de chantage parce que ce sont là les millions qui partent. Et je pense que vous ne l'avez pas compris et vous ne le montrez pas et vous ne l'affirmez pas. Et c'est extrêmement grave à nos yeux. Je pense que vous êtes en train de rater un tournant politique, un tournant important. Je vois Mme Bringuy qui parle toujours de démocratie, qui n'a pas écouté les interventions d'un certain nombre de présidents de groupe parce qu'elle papotait avec des gens dans l'hémicycle, continuer à quitter l'hémicycle. Mais enfin, Mme Bringuy, je vous laisse vous reposer. Vous avez fourni un effort considérable, je comprends bien. Donc, voilà, d'une certaine façon, la gauche et vous fonctionnez selon ce même modèle, avec des degrés différents, avec des priorités différentes, mais vous n'avez pas rompu avec ce modèle. Et bien, je vous le dis, nous sommes, je l'ai déjà exprimé lors de la dernière session, nous sommes tous ici non représentatifs du corps électoral actuel, si j'en juge par les sondages. J'espère que vous en êtes conscients. Et je ne le dis pas seulement pour vous, je le dis aussi pour d'autres groupes, et peut-être que les sondages qui nous mettent très haut ne se traduiront pas par des votes aussi favorables. Peut-être y aura-t-il une liste issue de ces mouvements populaires qui nous mettront tous, j'allais dire, à un niveau que nous ne souhaitons pas sur le plan électoral. Et c'est cela le problème. Et j'ai l'impression, Madame la Présidente, que vous et votre majorité, malgré tout ce qu'il y a de positif dans votre budget, ça nous arrive de voter régulièrement pour des mesures que vous proposez, nous ne sommes pas pour une obstruction et une destruction, mais vous n'avez pas compris les enjeux, vous n'avez pas compris la crise démocratique, vous n'avez pas compris le besoin de démocratie qui n'est pas de la démocratie directe, démagogique, qui est simplement la réappropriation des mécanismes démocratiques de décision par le peuple souverain. Ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est la réaffirmation de 1789 et je pense qu'il est préférable d'en rester à 1789 plutôt qu'un jour d'en passer par une sorte de 1793. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire, particulièrement dans notre région. Lorsque les événements populaires se dérèglent et deviennent incontrôlables, eh bien, on rentre dans le tragique. Nous l'avons évité de peu, je pense, ces dernières semaines, et nous ne souhaitons pas le voir. Nous pensons que l'expression démocratique et le fait que les élus écoutent le peuple, c'est beaucoup plus important que le fait de communiquer sur des réussites, certes, mais en masquant les difficultés. Je pense qu'un peuple, on doit lui parler de manière claire, en lui disant ce qui va, ce qui ne va pas. Et il faut cesser cette politique de com' systématique que beaucoup de partis politiques, et peut-être parfois le nôtre aussi, ont utilisé et qui se traduisent en général par des échecs, et nous sommes bien placés pour le savoir, nous aussi. Par conséquent, j'attire votre attention, Madame la Présidente, c'était le sens de ce message et de cette intervention, et je vous en remercie.